l'adversaire et attaquer un petit peu. Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Piston, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est en compagnie de Romain, salut. Bonjour à tous. Et alors c'est un peu exceptionnel aujourd'hui parce que c'est la première japonaise qu'on voit dans Planète Piston. Donc la Toyota MRS, la tienne. Ouais, donc c'est une MRS de 2002 que j'ai acquis en fin février de cette année. Alors niveau kilométrage, elle comptabilise pour le châssis à peu près 160 000 km. Pour le moteur, vu qu'elle a eu un remplacement, il doit approcher des 120 000 km. Et après d'autres modifications qu'on verra par la suite sur la vidéo. Alors je reviens un petit peu à son nom, MRS. Donc MR tout d'abord parce que c'est une propulsion à moteur central arrière. Et puis le S qui signifie Spider pour le côté cabriolet. Voilà, donc la petite subtilité c'est qu'en France et au Japon elle a été appelée MRS. Dans le reste du monde MR2 pour le côté historique par rapport aux anciens modèles. Donc par rapport au côté historique, la première génération a apparu en 1985 jusqu'en 1989 avec le fameux 4 AGE qui développait 130 chevaux et avec une version compresseur à 150 chevaux. La deuxième génération a apparu en 89 jusqu'à 99. Il y a eu 5 révolutions, pas des phases mais des révolutions. Elle était dotée du 3S GE et au Japon le 3S GTE 245 chevaux. Et les versions atmosphériques 170 à 185 chevaux pour les USA. Donc après à la base la Toyota MR2 c'était tout d'abord un coupé, il n'y avait pas ce cabriolet, c'était un Targa sur certaines versions il me semble. C'est ça, sur les premières générations et deuxième génération c'était les versions coupées et Targa. À part une version TRD pour la deuxième génération qui était exclusive pour le Japon, qui était équipée d'une capote aussi. Et sur le Spider, ils sont partis sur un Roadster, donc équipé aussi du 1.7Z FE, qui développe 143 chevaux, et avoisinant un poids d'une tonne, à vide. Alors voilà, justement ce moteur 140 chevaux, pour un poids relativement léger au final. Oui, et surtout qu'on retrouve aussi ce moteur sur les premières, les premières finitions de Lotus Elise, à partir de 2000, à partir des S2. Donc je connais pas exactement l'année, mais ouais, je crois qu'il est apparu en 2003 sur les Elise. Voilà. Et puis un châssis très amusant, facile à prendre en main et qui pardonne vraiment. Alors concernant son châssis, tu as apporté quelques modifications. Oui, effectivement. Donc je l'ai équipé d'amortisseurs combinés fil TCK Performance. Après niveau freinage, je suis équipé en joint de frein aviation Goodrich. Et aussi niveau châssis, barre anti-roulis réglable avant-arrière que j'ai pris chez Whiteline. Alors dans l'idée c'est de faire un petit peu de circuit ou plutôt de la balade en conduite dynamique? Plutôt balade dynamique, route de montagne, route de col. Et alors qu'est-ce qui a fait que ton choix s'est porté sur cette voiture? Alors déjà c'était niveau budget, j'avais un budget de 6 000 € à mettre dans la voiture. Bon, celle-ci je l'ai eu à 4 000 €. Je voulais une voiture en propulsion qui s'approche de la tonne niveau poids. Le choix du moteur central arrière, ça m'a vraiment plu. C'est sûr que c'est complètement différent d'un moteur avant, que ce soit en traction ou en propulsion. Là on a j'imagine une répartition des masses quasiment idéale. Alors répartition des masses, on est sur du 58 à l'arrière pour 42 à l'avant. Mais ça n'influe pas sur sur le comportement de la voiture de partir en travers. Bon. Si tu me montrais ça, ça te dit? Allez, on est partant pour un essai. Allez, on va essayer ça, c'est parti. Dark night of the soul.
cette Toyota MRS. Et la place du mort dans une conduite à droite, on peut dire que ça prend tout son sens. Voilà, donc c'est assez confortable, sympa à conduire quand on a une vitesse de croisière tranquille. Ouais. Voilà, le véhicule accroche bien, c'est tranquille. Après on attaque un peu plus, on verra tout à l'heure. Hop là. Les freins sont bons aussi. Effectivement. On sent que le châssis a l'air quand même rigide avec ses amortisseurs. Oui, surtout là j'ai mis les réglages que je mets quand j'ai envie un petit peu d'attaquer en montagne, sinon je mets la dureté au minimum pour le confort. Comme ça tu peux les régler en fait à ta guise suivant le type de route, le type de voilà, tracé. exactement, si la route est mouillée, si la route est très comment dire, sinueuse, avec des trous, des nids de poules, tout ça. Ouais. Hop là. Et là sur cette route là je mets le réglage que je mets habituellement quand la route est favorable à cette utilisation, c'est-à-dire 20 sur 30 à l'arrière et 15 sur 30 à l'avant. Ouais. Ce qui permet à la voiture de ne pas trop rebondir sur les aspérités pour le train arrière, et pour le train avant de permettre une bonne maniabilité, une bonne direction selon les circonstances. Après niveau pneumatique, je suis équipé de semi-stick en 16 pouces aux 4 coins. Ouais. C'est des Federal 595 RSR. Alors concernant la monte aussi, il y avait une différence de taille, je crois que c'était sur les phases 2, non? C'est ça, alors sur les phases 1 en fait c'était 15 pouces aux 4 coins. Ouais. Donc la mienne c'est une phase 1. L'ancien proprio a eu l'idée de mettre du 16 pouces aux 4 coins. D'accord. Et sur les phases 2 c'était 15 pouces à l'avant et 16 à l'arrière. La même configuration que sur les Lotus Elise il me semble. Ouais, sur les premières, notamment les séries 1. Voilà. C'était comme ça. Et du coup là derrière on a un joli bruit quand même, c'est l'échappement d'origine ou... Alors non, c'est aussi l'ancien propriétaire qui a fait une ligne sur mesure. Ouais. Donc on retrouve un collecteur qui vient des États-Unis. Le silencieux provient d'une BMW. D'accord, ah oui. Je ne sais plus exactement quel modèle il s'agit. Et le catalyseur, il me semble que c'est un catalyseur sport d'après l'ancien propriétaire. D'accord. Voilà, il y a aussi l'admission directe, comme vous avez pu voir sur les photos. Et après ça, c'est à peu près tout ce qui a été fait sur la voiture. Ouais. Donc en plus des améliorations de son châssis que j'ai apportées suite à l'acquisition. Il y en avait besoin en tout cas. Quand j'ai acquis la voiture, elle était équipée d'amortisseurs d'origine qui étaient vraiment morts. D'accord. Et en plus de ressort court à moins de 3 cm. Ce qui fait qu'à chaque ralentisseur, ça a frotté sur les roues arrière. Je ne peux pas prendre les virages comme celui-ci D'accord. à cette vitesse-là sans frotter les roues avant. À cette vitesse-là, ça frottait? Oui. Ah oui, donc c'était inconduisible en fait. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Les joints de frein prenaient l'air aussi. Donc c'était l'occasion de passer au joint de frein aviation et ça change vraiment beaucoup sur le freinage. Ça a apporté une grosse différence. Voilà. Les combinés filetés, donc selon les réglages, ça peut être typé confort comme ça peut être typé course, mais j'ai pas pris des amortisseurs, des combinés trous onéreux du fait que ceux qui sont plus chers proposent plus de réglages et c'est plus utilisé en compétition. Ouais. J'estime ne pas avoir le niveau pour trouver des réglages au détail près, quoi. Ouais, puis après si tu ne fais pas non plus de circuit, ça n'a peut-être pas d'intérêt. Exactement. Et du coup, le fait d'avoir une conduite à droite, on pourrait se poser la question de savoir si c'est gênant ou pas. Du coup, ton ressenti par rapport à ça? J'ai pris en main une demi-heure la voiture avec la personne avec qui je l'ai acheté pour me faire la main, pour m'expliquer un petit peu les repères qu'il faut avoir sur la voiture. Ouais. Je suis parti tout seul en une demi-heure, j'ai déjà été un petit peu à l'aise. Et après c'est dans l'entraînement, il faut se faire du mal. Il faut prendre l'habitude. Et une fois que c'est fait, ça se fait naturellement. Voilà. Le seul problème, ça reste les dépassements sur les routes un peu comme ça où on n'a pas trop de visibilité pour dépasser. Donc il faut bien prendre le temps d'avoir la visibilité pour dépasser et afin de le faire en sécurité. Bon, on va faire demi-tour ici. Ouais.
c'est vrai que ça reste quand même une voiture au gabarit pas très très grand, donc ça doit se prendre en main quand même assez. Oui, c'est assez facile. Voilà, je vais me taire et attaquer un petit peu. Ouais. Ça a l'air quand même joueur. Hein. Oui, après tu verras, tu prendras le volant et tu pourras donner des mots sur le ressenti de conduite. Ouais. Col de la Maldaine, très belle route dans le Vaucluse. Très sympa. Voilà. Donc si tu veux l'essayer, Bah écoute, avec plaisir. Comment dire non? Ah, ça rappelle des souvenirs. Ça m'avait presque manqué, tu vois. ouais. Ouais. J'aimais bien la conduite à droite, moi. Ça rajoutait une touche d'authenticité, tu vois. Ouais. Sur les anglaises ou comme là, bah, sur les japonaises. C'est vrai qu'au Japon, ils roulent de ce côté-là. C'est ça. Alors, moteur atmosphérique, 140 chevaux. Pour un poids de, je crois, 975 kg. 990 plutôt, Ouais. à vide. Donc là, avec nous deux dedans, on doit être pas loin d'une tonne 100. Ça offre quand même des reprises sympathiques hein, pour un petit moteur. Un litre 8. Ouais. Du coup, ça fait combien de temps que tu l'as maintenant? Alors, ça fait depuis fin février, donc quasiment 10 mois. Ouais. Sachant qu'elle a passé 4 bons mois en garage suite au remplacement du moteur. Ouais. Alors, pour la petite explication, l'ancien moteur a consommé de l'huile. D'accord. Donc, ce qui était une maladie sur ces phases 1, Ouais. sur ces modèles-là, sur ces moteurs-là de début 2000. Ce problème venait au niveau de la segmentation des pistons qui étaient censés évacuer l'huile et qui faisaient mal leur travail du fait qu'il n'y avait pas assez d'évacuation. Ouais. Du coup, de l'huile était consommée dans le moteur en plus du carburant. Donc du coup, ça partait dans l'échappement. Sur l'échappement d'origine, qui était équipé de deux pré-catalyseurs pour absorber le plus de particules possible. Le fait qu'ils absorbaient l'huile qui est imbrûlée avec le carburant, ça a provoqué une défaillance, enfin, une casse de la céramique des pré-catalyseurs qui par aspiration pouvait retourner dans le moteur. D'accord. Bon, ce problème-là des pré-catalyseurs, je ne l'avais pas parce que le collecteur n'était pas équipé de pré-catalyseurs sur Ouais. la ligne que j'ai actuelle. Cependant, l'autre problème venait aussi du matériau des chemises de piston, enfin des chemises de cylindre, D'accord. qui pouvaient se déformer sous la chaleur. Et Ouais, les cylindres ce qui ovalisés, c'est voilà, ça c'est ça. C'est l'ovalisation des cylindres qui rendait le moteur HS. Donc du coup, j'ai remplacé le moteur suite à la casse. D'accord. J'ai mis le même moteur mais en phase 2, donc plus fiable. Les problèmes ont été corrigés. Et depuis, j'ai jamais eu de problème niveau moteur suite au remplacement. Bon, tant mieux. Tu vas avoir reparti sur une base saine. C'est ça, de plus en plus saine, on va dire. Ouais. Et du coup, la prochaine étape, ce serait quoi? Alors, il faut que je répare le frein à main. Donc, ça vient des étriers arrière qui sont équipés du système de frein à main. Je pense que l'ancien propriétaire, en voulant faire une restauration, a
a oublié de prendre en compte ce détail-là. Du coup, ce qui fait que le frein à main est hors d'usage actuellement. D'accord. Voilà, je dois aussi rectifier le mètre cylindre pour avoir un freinage vraiment plus direct. Ça m'évitera de pomper à chaque virage. Et après ça, quand j'aurai les plaquettes à changer, je changerai le lot. Donc disque et plaquettes, je passe chez EBC. Ouais. Donc je pense pas prendre du blue stuff pour les plaquettes parce que c'est pour la compétition, surtout qu'il faut les faire chauffer. Au quotidien, c'est pas l'idéal. Donc soit du green, soit du yellow stuff. Que ça, c'est une voiture que tu utilises tous les jours, c'est ton daily. Voilà, c'est ça. D'accord. Après, j'ai aussi la capote à remplacer. Je compte mettre un tour en dur. Ouais. Peut-être changer le béquet à l'arrière, mettre un aileron un peu plus imposant. Ouais. Et une fois que j'aurai le hardtop, je pourrai refaire une peinture complète. Donc garder la même couleur et je te mettre le hardtop encore brillant. D'accord. Et pour le moment, ce sera bien. On verra bien déjà assez de frais. Voilà, on verra bien plus tard pour les kits carrosserie. Alors, pareil, on va faire demi-tour là. Alors toi, tes impressions sur la conduite? Eh bien écoute, je trouve ça déjà souple à conduire, c'est vachement agréable. Ouais. Et puis après, niveau châssis, ça a l'air vraiment sympa aussi. Voilà, donc c'est un moteur qui peut monter à 6800 tours, mais la puissance maximum est à 6004. Et c'est vrai que ouais, c'est le moteur, malgré 140 chevaux, c'est vrai que ça peut paraître peu, mais au final, non, c'est convaincant. C'est plus que suffisant. Ouais, carrément. Ouais. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on dirait qu'ils ont voulu préserver le côté sport, avec ce volant qui tombe bien dans les mains, les sièges baquets, les fonds de compteur blancs, pédalier alu. Il y a un esprit sportif, oui. Ouais. Puis au final, c'était un petit peu la dernière sportive de Toyota des années 90. Hein. Après, début 2000. La production s'est arrêtée en 2007 au Japon, 2006 pour l'Europe. Après, on n'a pas eu de nouvelles sportives avant l'arrivée quasiment de la GT86, quoi. C'est ça. Il a fallu attendre 5-6 ans. Ouais. Après, à la même époque que la MRS, il y avait la Yaris TS qui était sortie. Ouais. Petite bobinette citadine. C'est ça. La Corolla TS, donc une berline compacte. Qui elle avait le 2ZZ par contre. C'est ça. L'évolution de ce moteur-là. Et après la Celica qui avait à la fois le moteur 1.7Z et le 2.7Z. D'accord, il y a eu les deux, ouais. Voilà. Alors nous voilà à la fin de ce reportage de Planète Piston. Un grand merci à toi, c'était super. Eh ben, un plaisir partagé. Au moins, s'il y en a qui ne connaissaient pas ces voitures-là, c'est l'occasion de connaître. Et ouais, puis, véhicule assez atypique hein, au passage. On parle souvent de la MX-5 comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que la MRS, on en voit peu. Surtout qu'en France, elle s'est vendue à 1254 exemplaires exactement. Et c'était l'époque où MX-5 avait raflé le marché des roadsters en fait. Voilà, donc c'est ça. Donc si éventuellement vous avez une voiture, dites-le nous dans les commentaires comme celle-ci. Ça nous fera toujours plaisir de partager vos expériences avec ce véhicule. Et puis nous, on se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis à plus. Portez-vous bien. De se retrouver sur la route. Ciao.